Chers auditeurs, chers amis, chers, je ne sais plus comment, internautes, publics et chers amis présents dans la salle, j'ai maintenant le plaisir d'introduire la conférence de Serge Tisseron, qui est professeur à l'Université de Paris et président de l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes. Serge est psychologue et psychiatre et il va nous parler des leçons de la pandémie de Covid-19, le rôle des politiques publiques dans la préparation émotionnelle et la résistance des habitants. Serge, la parole est à toi. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Alors, je vais me guider sur un PowerPoint dont le premier slide devrait apparaître en principe. Alors, oui, l'annonce du confinement, un choc traumatique pour certains. J'ai tenu à mettre ça pour bien indiquer que ce n'était pas un choc traumatique pour tous, mais vous allez voir quand même que ça a été un choc traumatique pour énormément de gens, même si ça n'a pas été avec la même intensité. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Un choc traumatique, qu'est-ce que c'est? Un slide suivant, s'il vous plaît. Donc, un choc traumatique, c'est quoi? C'est un événement brutal, inattendu, dont on peut être victime, témoin ou acteur. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une menace sur l'intégrité physique, psychique, qui est due au fait qu'il y a énormément d'excitation qui arrive et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors, dans le cas de la pandémie, l'importance de ce choc traumatique a été liée à beaucoup de causes, comme on va le voir, mais il a été aussi beaucoup aggravé par le fait qu'il y a des messages contradictoires, pas clairs, inexplicables, inapplicables. Et j'en donne deux exemples. Pour la France, arrêter l'école, maintenir les élections municipales. Et puis par ailleurs, le message comme quoi il n'y avait pas besoin de masque si on n'avait pas de symptômes, mais en revanche, on était réputé contagieux, même si on n'avait pas de symptômes. Donc risque de rendre, de communiquer la maladie à d'autres. Donc, état de stress aigu, pourquoi? Alors, ce qui a été assez extraordinaire, beaucoup de gens l'ont constaté, c'est que au moment de l'annonce du confinement, énormément de projets ont été mis entre parenthèses. Projets de mariage, projets de baptême, projets de vacances, projets de vente immobilière. Et tout le monde s'est finalement trouvé confronté au fait de vivre le moment présent. Et ce moment présent s'est révélé extrêmement angoissant pour plusieurs raisons. Parce que dans ce moment présent, beaucoup d'angoisses de mort nous ont assaillis. Angoisse de mort physique, bien sûr, c'était le risque de contacter la maladie, de la donner à nos proches, mais aussi l'angoisse de la mort psychique. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé de jouer aux jeux vidéo, alors que la même Organisation mondiale de la santé avait déclaré un an avant que les jeux vidéo créaient de l'addiction. Bon, mais là, il fallait parer au plus pressé, c'est-à-dire il fallait éviter que des personnes tout d'un coup se sentent confrontées au vide social et au vide mental. Donc l'OMS conseille de jouer aux jeux vidéo. L'angoisse de la mort sociale, troisième type d'angoisse qui nous a assaillis, du fait que beaucoup d'inquiétudes autour de pouvoir retrouver son travail, angoisse de faillite, angoisse de perte d'emploi, de licenciement, difficulté de payer son loyer pour toutes les personnes vivant de la location d'un local professionnel. Angoisse de la mort de l'espèce humaine, puisque certains collapsologues, notamment, n'ont pas caché leur sorte de jouissance à voir arriver si vite la catastrophe qu'ils annonçaient, et certains ont même pas hésité à basculer dans un discours anthropomorphe dans lequel la planète serait en train de se venger du mal que nous lui aurions fait. Donc, fin possible de l'espèce humaine. Ce que nous aurions vécu n'aurait été que le premier signe de catastrophe en série qui amènerait notre disparition. Et puis, cinquième forme d'angoisse, le fait que pour un certain nombre d'entre nous, l'autorité politique, l'autorité scientifique nous paraissait fondée et n'oublions pas que dans cette pandémie, beaucoup de scientifiques se sont révélés ne pas être d'accord entre eux et beaucoup de politiques dont on peut attendre qu'ils nous indiquent le chemin à suivre se sont montrés, se sont pas déclarés hélas, mais se sont montrés totalement perdus par la situation.
Et alors, comme face à toute angoisse de mort, eh bien, on ne sait rien de l'après, on cherche à gérer le mieux possible le présent. Et il y a une dame qui a beaucoup travaillé sur l'angoisse de mort par rapport à la fin de la vie. Donc, on peut avoir l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous allez voir en fait qu'on va retrouver beaucoup de choses dans le travail d'Elisabeth Kubler-Ross par rapport à la manière dont nous avons, beaucoup d'entre nous, vécu cette pandémie. Alors, Elisabeth Kubler-Ross dit que lorsque on annonce la mort possible à un malade, il y a plusieurs phases successives. Il y a 5 phases successives. La première phase, c'est le déni. C'est dire, c'est pas possible. Ceux qui m'annoncent cela doivent se tromper. Ça a été exactement la même chose par rapport à cette pandémie. Beaucoup de gens ont dit, c'est pas possible, il y a une erreur. Voilà, on nous annonce le confinement, mais très vite, on va nous dire que non, que c'était pas nécessaire. Voilà. Le deuxième moment, c'est la colère. Et lorsque le déni est difficile à tenir, l'idée, c'est, bon, d'accord, il y a une catastrophe. Bon, je vais mourir, on va perdre son emploi, on va rester chez soi confiné, mais alors c'est la faute à qui? Voilà, il y a quelqu'un qui a dû se tromper quelque part, on ne nous l'a pas dit assez tôt, ou il y a eu une erreur qui a été faite dans un laboratoire quelque part, le virus a fuité dans le laboratoire, il y a une responsabilité. La troisième phase, c'est le marchandage. Et ce marchandage, on l'a vu notamment s'opérer de la part de gens qui ont dit laissez-moi faire ce que j'ai à faire, laissez-moi aller retrouver mes enfants, par exemple. Après, je respecterai le confinement. Et ça correspond à ce qu'Elisabeth Kubler-Ross a étudié par rapport à la fin de vie, l'idée qu'on a tendance à marchander. Voilà, je veux bien mourir, mais après le mariage de ma fille ou le baptême de mon petit-fils. Et donc là, on a eu la même phase de marchandage suivie par une phase de dépression qui a été importante. Et aujourd'hui, vous savez que les médecins, notamment les médecins psychiatres, sont très préoccupés des suites de ces dépressions qui ont eu lieu pendant le confinement. Pour Elisabeth Kubler-Ross, il y a une dernière phase qui est l'acceptation. C'est l'acceptation de la mort. Dans le cas du confinement, il n'y a pas de phase d'acceptation puisque justement, on ne sort pas de l'idée que ça va finir un jour. Oui, ça va s'arrêter. Il va y avoir un déconfinement. Vous savez d'ailleurs que lorsque le desserrement du confinement a été annoncé, beaucoup de gens ont crié au déconfinement, alors que ce n'était pas vraiment ça. Alors, je vais vous dire encore quelques mots maintenant des 2 premières phases, le déni et la colère, parce qu'elles ont pris une importance particulière. Le déni d'abord parce qu'il a été aggravé par 4 biais cognitifs. Le premier, c'est le raisonnement par analogie. C'est-à-dire, on connaît bien ça, lorsqu'il y a eu des inondations à Marseille il y a quelques années, une inondation catastrophique, des gens ont cherché à sauver leur voiture en descendant dans les parkings souterrains, ils sont morts noyés. On a dit à leur famille, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? La famille a dit, mais on est habitué à avoir des inondations, on va toujours chercher notre voiture quand l'eau monte, on a toujours le temps de la remonter. Ben oui, mais là, c'était pas comme d'habitude. Et vous savez que c'est d'ailleurs pour ça que la Corée du Sud, notamment, ou Singapour, ont si bien fait face à l'épidémie parce qu'ils s'étaient préparés, ils avaient connu d'autres épidémies semblables et donc du coup ils s'y étaient préparés. En France, on avait jusqu'à maintenant toujours échappé à ce genre de pandémie, donc du coup on n'y était pas préparé. Le biais de l'endogroupe, c'est quoi? C'est de se dire, surtout pour les pays à fort narcissisme local, ils sont nombreux, c'est l'idée de se dire ça n'arrive qu'aux autres, voilà, les autres ne savent pas se débrouiller, voilà, on trouve toujours des autres qui ne savent pas se débrouiller, mais nous, ça ne nous arrivera pas. La pensée moutonnière, c'est quoi? C'est tout simplement lorsqu'on met un masque, on va dans un lieu public, personne n'en a un, on se dit, mais finalement, comment puis-je avoir raison contre tous? Si la majorité des gens n'en mettent pas, c'est que forcément la majorité a raison, donc je n'en mets pas non plus. Voilà. Il faut résister à cette pensée moutonnière. C'est pas parce que un grand nombre de gens pensent faux qu'ils ont raison. Et puis, le dernier biais cognitif, c'est l'incompréhension de la croissance exponentielle. Le cerveau humain n'est pas fait pour être capable d'anticiper une progression exponentielle, c'est-à-dire que lorsqu'on nous dit le nombre de cas double tous les 3 jours, eh bien, on n'arrive pas à se représenter comment la croissance peut être extraordinaire. On voit une droite, voilà, on voit doubler, tripler, mais on ne voit pas que ça peut doubler tous les 3 jours. C'est
croissance exponentielle. Donc, 4 biais cognitifs qui ont beaucoup aggravé la situation psychologique notamment et sanitaire, et puis suivi par un moment de colère, aggravé elle aussi par plusieurs facteurs. Le fait qu'il n'y ait pas eu de... Excusez-moi. Le fait qu'il n'y ait pas eu de préparation, ni technique ni matérielle, donc colère, beaucoup de choses ont été dites en France sur les masques, c'était valable pour d'autres pays aussi, par des consignes de sécurité inapplicables. Au début, pratiquement, ce qui nous était dit, c'était quand on rentrait chez soi, il fallait enlever tous nos vêtements, les mettre dans un sac, les laisser sur le palier, prendre une douche, changer de vêtements, enfin des consignes impossibles à appliquer. L'idée que le virus restait vivant sur le plastique, un certain nombre d'heures sur le métal, tout ça paraissait impraticable et donc on était submergé de consignes qui nous paraissaient impossibles à appliquer. La confusion des messages, par exemple le fait que les marchés sont maintenus, ben oui, il fallait bien manger, mais les enterrements étaient interdits. Or, il faut savoir que pour beaucoup de gens, pouvoir accompagner leurs morts au cimetière, c'est tout aussi essentiel pour eux que de manger. C'est les nourritures affectives et donc ce genre de message a pu être très très mal compris. Et puis les fake news en permanence et tout ça fait que la colère, naturellement, s'est tournée vers la recherche de responsables et ça a très vite tourné en théorie du complot. Alors la sortie du confinement maintenant, eh bien, elle va nous confronter à une triple crise psychologique. Tout d'abord liée à l'importance des stress qui ont été vécus, qui continuent à être vécus, la détresse économique, l'épuisement du distanciel. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens qui ont tant bien que mal géré le travail en distanciel ont été très fatigués par la démultiplication des réunions, l'impossibilité d'avoir des apartés et beaucoup de gens ont constaté que pendant les réunions par visioconférence, certaines personnalités se révélaient d'une agressivité incroyable tandis que d'autres se repliaient complètement sur elles-mêmes. D'ailleurs, difficulté aujourd'hui de savoir si quand des gens ne veulent pas revenir travailler en présentiel, c'est soit parce qu'ils ont pris goût au distanciel, soit peut-être parce qu'ils craignent d'être confrontés en présentiel à des collègues de travail avec lesquels les choses se sont très très mal passées en distanciel. Le clivage dans les équipes, bien sûr, ceux qui ont pu télétravailler, ceux qui n'ont pas pu. Donc beaucoup de facteurs de stress et beaucoup de facteurs de tension à un niveau micro comme à un niveau macro. Alors, il y a également un deuxième problème, qui est la perte de confiance dans les institutions, avec un risque de populisme, et notamment de populisme médical dont on va probablement voir l'importance. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens attendent le vaccin, soit, mais bon, on risque d'abord d'en avoir plusieurs, et puis on risque en plus d'être soumis à des inquiétudes sur les dangers, les adjuvants. Voilà. Bon, donc on n'a pas encore peut-être vécu le pire du populisme médical, on risque de le connaître avec le développement du vaccin. Le troisième problème, un sentiment grandissant d'injustice. Vous savez, le sentiment qu'il existe deux catégories de personnes, celles qui ont pu gérer cette période parce qu'elles ont certains partis dans la maison de campagne, d'autres ont pu gérer les technologies à distance et puis d'autres ont été obligés de rester là où ils étaient, dans des appartements minuscules, confinés à plusieurs, incapables d'avoir les outils numériques, ne possédant pas les outils numériques pour gérer le distanciel. Et puis des catégories sociales qui ont permis à la nation de survivre et dont tout le monde sait bien qu'ils sont les moins considérés et les moins payés. Alors, il y a à partir de là l'idée que malgré tout, eh bien, on va s'en sortir, voilà, on va s'en sortir grâce à la résilience. Alors, je vais maintenant vous dire quelques mots de la résilience et voyez d'abord, gardons à l'esprit qu'il n'y a pas la résilience, il existe des résiliences. Il existe des résiliences tout simplement parce qu'au cours de l'histoire, il y a plusieurs conceptions de la résilience qui se sont succédées et ces diverses conceptions de la résilience ont toutes laissé leurs traces de telle façon, quand quelqu'un parle de résilience, souvent on ne sait pas très bien à quoi il fait allusion si on ne lui demande pas.
La première période de la résilience, c'est la période initiale, hein, lorsque le mot a été proposé comme un mot scientifique, alors que resiliency existait auparavant aux États-Unis, mais ce n'était pas un mot scientifique. Lorsque l'idée que des personnes ayant des conditions de vie particulièrement difficiles puissent s'en sortir à peu près bien, donc dans le modèle américain, c'était avoir une famille et avoir un métier, eh bien l'idée a été évidemment de trouver la cause de la raison pour laquelle certains s'en sortaient mieux que d'autres. Et la première idée qui est venue, c'était que la résilience serait une qualité personnelle, soit liée à des facteurs génétiques, soit liée au fait d'avoir bénéficié d'un environnement précoce très porteur, hein, très attentif. Donc, l'idée d'un espoir, voilà, quelles que soient les difficultés, on peut s'en sortir, mais un risque diviser l'humanité en deux, hein, ceux qui auraient cette fameuse qualité et ceux qui ne l'auraient pas. C'est pourquoi assez vite cette idée de la résilience comme qualité a été contestée, et l'idée qui a été poussée en avant est celle d'un processus relationnel sur chacun peut devenir résilient à condition d'y être aidé. Mais il y avait là quelque chose qui était un peu ambigu dans les années 80 à 2000, c'était que ceux qui pouvaient aider à être résilients, ceux qui ne l'étaient pas, seraient ceux qui étaient déjà résilients. En quelque sorte, les moins résilients seraient aidés par les plus résilients. Et à cette époque-là, il y a eu beaucoup de livres hein, qui sont parus sur les recettes de résilience, comment devenir résilient, comment apprendre à devenir résilient, comment se rapprocher de quelqu'un de résilient qui nous permettrait d'être résilient. Et cette deuxième phase a heureusement été suivie par une troisième, dans laquelle la résilience a été définie comme une force. Alors une force, ça veut dire que cette force n'est pas seulement le propre de l'espèce humaine, les animaux, mais tous les systèmes, quels qu'ils soient, possèdent une résilience. La planète Terre possède une résilience, le système bancaire possède une résilience, bien qu'il ne soit pas vivant, tous les systèmes possèdent une résilience. Ça veut dire que la résilience doit, chez l'être humain, est quelque chose qui doit moins être encouragé que quelque chose qui doit pouvoir être découvert par chacun, par chaque institution, selon ses règles propres. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va plutôt écarter les obstacles à la résilience plutôt que de fabriquer de la résilience. Mais vous voyez qu'à cette époque-là, la résilience est encore pensée comme une qualité individuelle et le grand changement, en fait, qui nous intéresse, c'est lorsque la résilience va être pensée comme un phénomène collectif. Mais entre-temps, j'avais déjà proposé que ces trois moments de la résilience que je viens de vous évoquer, la résilience comme qualité, la résilience comme processus et la résilience comme force, on les distingue en écrivant le mot résilience différemment, hein, puisque quand on parle de résilience, c'est souvent ambigu, mais au moins que quand on écrit le mot, on sache s'il s'agit d'une qualité, voilà, s'il s'agit d'un processus, je vais proposer de l'écrire avec un A, résilience, et si c'est une force, la résilience avec un R majuscule. Et si on écrit les choses comme ça, on peut s'amuser à combiner la formule dans tous les sens. Hein. Dans tous les cas, on dit la même chose. La résilience favorise la résilience grâce à la résilience. Bon, on peut écrire le mot chaque fois de trois façons différentes. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre le moment présent de la résilience, qui est que la résilience est pensée dans sa dimension collective, et ces trois définitions successives, comme qualité, comme force, comme qualité, comme processus et comme force, ces trois définitions successives ne sont plus perçues comme contradictoires, alors qu'elles étaient contradictoires quand elles sont apparues, elles sont perçues comme complémentaires. Donc la résilience passe des moi au nous, hein, elle devient inséparable de ce qu'on a appelé une culture du risque et que je préfère appeler une culture de la sécurité partagée, hein, ou une culture de la co-résilience. Alors ce processus réparateur, parlons maintenant de ce qu'on peut espérer pour les mois et les années qui viennent, hein, par rapport au Covid. Ce processus réparateur de la résilience sociétale, quelle forme peut-on souhaiter qu'il prenne ? Alors d'abord, il doit associer trois caractères. Il doit être progressif, hein, parce que
qu'il faut toujours qu'il y ait un certain temps entre le moment où une mesure est annoncée et le moment où elle rentre en application pour pouvoir s'y préparer. Et il faut que ce soit protecteur pour que les gens reprennent confiance dans les pouvoirs publics, ce qui impose une communication maîtrisée, seulement des messages compréhensibles, applicables, clairs. Et puis, cette résilience, elle doit s'appuyer sur les 3 piliers qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, dans plusieurs interventions, les infrastructures, bien sûr, la gouvernance territoriale, et puis les habitants. Et les habitants doivent évidemment être énormément impliqués. Alors, c'est vrai, on a évoqué le fait que selon les pays, quand on parle de résilience, soit on met l'accent sur le rôle de l'État, le rôle moteur de l'État, soit on met l'accent sur l'empowerment, le rôle des habitants. En fait, tout le problème, c'est d'arriver à ne pas, évidemment, opposer l'un à l'autre et à faire en sorte que les projets des habitants remontent vers les pouvoirs centraux et que les pouvoirs centraux trouvent les mots justes pour faire redescendre ces mesures. Et dans le domaine psychologique, qui est plus celui sur lequel je travaille, on s'aperçoit que ce qui va être extrêmement important, c'est 3 choses. D'abord, de restaurer les liens. N'oublions pas en effet que beaucoup d'événements à forte valeur affective, notamment familiale, ont été annulés. Donc, il faut que ces événements puissent avoir lieu. Et puis, il faut inventer des cérémonies. Et là, les municipalités, les villes, les villages, toutes les communautés humaines ont un rôle important à jouer pour inventer des commémorations. Il faut également prendre en charge les vulnérabilités et les fragilités. Alors, ne confondons pas les 2 mots. La vulnérabilité est une sorte d'état chronique dans lequel des personnes sont exposées en permanence à des risques. La fragilité, elle, est acquise. Et des gens qui n'étaient pas particulièrement vulnérables avant le confinement peuvent avoir été considérablement fragilisés par le confinement et mériter maintenant d'être envisagés comme personnes fragiles. Alors, vulnérabilité et fragilité, elles sont complémentaires, elles ont un déterminant commun, la précarité sociale. La précarité sociale fabrique de la vulnérabilité, elle fabrique de la fragilité. Et puis, dernière chose par laquelle je terminerai, et on l'a évoqué justement à la fin de la table ronde qui a précédé mon intervention, c'est l'importance de construire une mémoire de l'événement, construire un récit, mais attention parce qu'on sait aujourd'hui que si on veut construire un récit collectif, une mémoire collective d'un événement qui a touché tellement de gens, voilà, eh bien, il faut veiller à 2 choses essentielles. La première, c'est que cette mémoire ne soit pas seulement verbale, parce qu'il y a des gens qui ont plutôt une relation privilégiée aux images. C'est important que cette mémoire soit également imagée, c'est important qu'elle passe aussi par la gestualité, c'est important qu'elle soit cohérente. Et puis, deuxième chose, c'est important aussi que cette mémoire soit individuelle, familiale et sociale, c'est-à-dire qu'il y a de la mémoire familiale à créer, il y a de la mémoire locale, il y a de la mémoire sociale, et si ces 3 composantes ne sont pas cohérentes entre elles, ben là aussi, il y a un risque grave que cette mémoire ne prenne pas et qu'un discours mémoriel imposé par un maire, par un député, ne rencontre aucun écho parce que la mémoire de la famille, par exemple, ou la mémoire du village ne correspond pas à ce qui est dit. Donc une mémoire collective, oui, extrêmement importante pour permettre une préparation de la population à un nouveau drame possible, mais en veillant à ce qu'elle ait ces 2 composantes. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, les bouleversements actuels nous ont finalement, l'évolution actuelle, l'évolution du concept de résilience nous a à peu près préparé à mieux comprendre les choses aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de préparer non seulement les populations à mieux résister physiquement, mais aussi psychologiquement. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé brillant et positif quand même, parce qu'on a bien besoin de ça en ce moment. Avant qu'on te donne les questions de nos spectateurs distants, je voulais t'en poser une en tant que président de l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes. Et justement,
est-ce qu'on a des histoires instructives qu'on pourrait commencer à raconter? Quelle catastrophe serait la plus inspirante à ton sens? Alors, le problème qu'on a eu à l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes, c'est qu'on a pensé au début, on était très naïf, on a pensé bêtement qu'il suffisait de créer un espace sur Internet sur lequel on proposait aux gens de raconter ce qu'ils avaient vécu pour que les gens le racontent. Et on s'est aperçu que non, que personne n'avait envie de raconter ce qu'il avait vécu parce que personne n'avait envie de s'en souvenir. C'est-à-dire que le mouvement général, c'était le déni. Quand quelqu'un vit une catastrophe, il a envie de l'oublier très vite, d'autant plus qu'autour de lui, on lui dit « écoute, arrête d'y penser, c'est fini, tout ça, voilà ». Donc, on a eu 0 témoignage. Alors, dans un deuxième temps, on s'est dit « on va faire appel à des associations locales qui recueillent les témoignages ». On s'est heurté à une autre difficulté. On a contacté beaucoup d'associations locales qui nous ont dit « en effet, nous avons recueilli des témoignages, mais nous ne vous les donnerons pas ». Ces témoignages, nous les avons recueillis dans des conditions exceptionnelles parce que c'était des gens qui partagent, qui ont partagé la même catastrophe locale, la même inondation, ce sont des inondations en France, la même le canicule était plus général, ce sont des inondations locales. Donc ils nous ont dit, on les a recueillis sous le sceau de la confidentialité, donc on ne peut pas vous les donner. Et en plus, on comprenait bien qu'on leur donnait l'impression de vouloir marcher sur la plate-bande. Il y avait l'idée que la mémoire locale devait rester locale. Voilà. Et donc, dans un troisième temps, on s'est dit, il faut créer du groupe. Voilà, il faut faire du groupe, que c'est seulement si on fait des groupes de gens témoignant ensemble qu'on arrivera à recueillir le vécu des catastrophes. Et on s'est aperçu que les territoires d'outre-mer étaient les plus preneurs de récits collectifs, peut-être parce qu'ils se sentent plus isolés, plus marginalisés, et ils sont très preneurs de créer du récit collectif pour le faire connaître par la métropole. Mais en métropole, on se heurte régulièrement à la difficulté de recueillir les témoignages. Alors, on a trouvé un truc, c'est qu'en fait, on encourage les commémorations des catastrophes une année après la catastrophe. C'est-à-dire maintenant, on organise des commémorations des inondations et on va filmer les gens qui en ont envie. Et les gens, ils ont une année de recul, donc ils ont repris pied. Et là, ils racontent ce qu'ils ont vécu au moment de la catastrophe et ils racontent ce qu'ils ont vécu depuis pour se reconstruire. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à gérer que d'interroger des gens à chaud sur une catastrophe. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la circulation des mèmes sur les réseaux sociaux pendant le confinement et aussi de toutes les créations artistiques qui ont eu lieu. Alors, on peut dire que c'est parce que le spectacle vivant ne pouvait pas être là, mais il y a eu une créativité extraordinaire. Alors, c'est en tant que psychologue et psychiatre que je m'adresse à toi. Est-ce qu'il y a des mécanismes de défense particuliers, la sublimation, l'humour? Est-ce que... Oui, c'est l'humour, c'est la grande revanche de l'être humain. On avait vu ça au moment des attentats du 11 septembre 2001, des tas de vidéos humoristiques sur l'effondrement des Twin Towers. Et il faut bien comprendre que c'est l'être humain face à un événement sur lequel il n'a aucun contrôle physique possible. Il lui reste la possibilité de le retourner mentalement, de lui donner une autre issue mentale. Au lieu que ça s'effondre dans l'horreur, ça s'effondre d'une manière amusante. Et donc, du coup, à défaut de pouvoir transformer toujours la réalité comme on le voudrait, l'être humain a ce moyen formidable qui lui permet de transformer la réalité en pensée, en imagination et de le partager. Donc, c'est ce qui s'est passé par rapport au Covid. Nous sommes très nombreux à avoir ri de tous ces messages qui circulaient. Ça nous a fait beaucoup de bien, voilà. Et ça, c'est la revanche de l'esprit humain. Merci. Oui, une première question qui est quelles sont les conditions aujourd'hui d'une mise en cohérence des mémoires individuelles, familiales et sociales? Oui, alors c'est la grande difficulté à laquelle on se confronte. Je pense qu'il faut commencer par le niveau familial, c'est-à-dire qu'il faut commencer à recueillir peut-être des mémoires dans le cadre scolaire avec des enfants, que ces mémoires recueillies par des enfants, les enfants vont aussi recueillir la mémoire de leurs proches, de leurs parents. Alors, vous savez, il y a des domaines autour desquels il ne faut pas toucher dans les familles
famille, notamment les secrets de famille. On peut pas, une époque où des enseignants avaient eu la mauvaise idée de demander à des enfants de recueillir la mémoire des secrets de famille dans leur famille. Ça a provoqué un tollé. Les parents ont dit, ne vous mêlez pas de ça. Mais bon, au niveau d'un événement collectif comme le Covid, je pense que les établissements scolaires doivent encourager d'abord le recueil de la mémoire des enfants sous la forme de dessins, de récits, le recueil par les enfants de la mémoire familiale, et petit à petit que tous ces récits contribuent à fabriquer une mémoire collective. Excusez-moi. Voilà, donc je pense qu'il faut commencer au niveau micro, monter au niveau méso, aller au niveau macro. Il faut pas que des gens s'investissent du pouvoir de fabriquer la mémoire pour la collectivité. Il faut vraiment partir de ce que les gens ont vécu, et je pense que même l'idéal serait que les gens puissent s'interviewer les uns les autres, voilà, créer une espèce de mouvement dans lequel les plus jeunes pourraient interviewer les plus vieux, les plus jeunes, et petit à petit que cette mémoire tissée au plus près de l'événement puisse se sédimenter dans une mémoire collective. Alors, j'ai deux autres questions, et avec... Je sais aussi qu'il y a pas mal d'élus qui sont en train de nous suivre en direct. Là, j'ai vu dans la liste des quelques 500 participants. C'est probablement pas la seule. D'abord, il y a une deuxième phase à la catastrophe de la pandémie, qui est la crise économique qui s'annonce. Et il y a aussi, malheureusement, probablement les crises climatiques qui sont en train de nous arriver. Alors, puisque aujourd'hui on s'intéresse à la résilience et à l'évaluation de la résilience, est-ce que tu aurais des indications à donner à ces élus ou aux gens qui, dans les conseils municipaux ou au gouvernement, s'intéressent à ces questions-là et les suivent, sur ce qu'il faudrait commencer à regarder dès maintenant, hein, pour pouvoir suivre ce qui va se passer lors des différentes crises et suivre l'état de préparation de la population? Est-ce qu'il y a des structures à mettre en place? Est-ce qu'il y a des indicateurs à surveiller dans la population? Oui, je peux compléter pour ne pas prendre beaucoup plus de temps par la suite. Finalement, ce thème résilience, ou résilience avec S, apparaît de plus en plus dans politique publique territoriale, avec des différentes formes. Les projets urbains résilients, la stratégie résilience de la ville, les réseaux de villes résilients. Et j'aimerais bien, mais non, c'est quelque chose que j'aurais pu vous poser la question il y a 3 ans quand vous étiez venu à l'EIGP, je pense qu'on vous l'a posé, mais non, il y a un peu plus de recul par rapport à ces différentes approches qui sont autour de la résilience et territoire. J'aimerais avoir votre avis par rapport à l'utilisation de ce mot résilience par les territoires, pour donner une image peut-être de modernité, une image de volonté de mettre l'humain au cœur des politiques publiques, ou peut-être autre chose, parce que c'est finalement la notion de risque est très présente dans l'esprit des élus. Et comment vous percevez cette question d'articulation entre territoire et résilience? Est-ce que c'est quelque chose de très positif? Parce que quand même, dans votre présentation, on voit bien que l'humain est au cœur du dispositif, et non pas ni les questions économiques autour de je dirais par exemple une inondation, c'est des dégâts de quelques milliards d'euros en Île-de-France éventuellement, mais quand même on parle très peu de nombre de morts par rapport à ça. Voilà, ça fait beaucoup de questions, mais... Oui, alors le problème est que on n'a pas quitté l'ancien monde encore du point de vue de la gestion des catastrophes. C'est-à-dire qu'on est encore très tributaire d'une politique dans laquelle les élus ont à cœur de montrer qu'ils protègent bien les citoyens, ce qui fait que quand une catastrophe arrive, les élus sont très embêtés, honteux, culpabilisés qu'elle soit arrivée. Et ils ont qu'une idée en tête, c'est d'en faire disparaître le plus vite possible les traces pour que leurs élus n'oublient pas que leur maire les protège ou que leurs députés les protègent. Donc ça, c'était l'ancien monde. Et donc, au contraire, ce qu'il faut, c'est que les élus n'aient pas peur, ne craignent pas de valoriser, non pas les catastrophes, évidemment, mais la manière dont une population, la population qui les a apportés, qui leur a donné des responsabilités, a pu gérer avec eux
cette catastrophe. Autrement dit, partout où il y a eu des catastrophes, il faudrait qu'il y ait des espaces qui témoignent de ces catastrophes. Et d'ailleurs, très souvent, les espaces dans lesquels arrivent des catastrophes, les catastrophes sont récurrentes. Elles arrivent, bon, c'est rare qu'il y ait une coulée de boue dans une région une fois dans l'histoire. En général, ça se répète. C'est rare qu'il y ait une inondation une fois. En général, ça se répète. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que les pouvoirs publics prennent à bras le corps la question de la mémoire. Et je vais vous donner un exemple. On a fait... il y a quelques années, on a commémoré des inondations qui concernaient 12 communes et on a demandé aux maires des 12 communes lesquels pouvaient nous prêter une salle pour organiser cette commémoration. Ben, il y en a un seul qui a accepté. Il y en a 11 qui ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas réveiller chez leurs administrés la mémoire de la catastrophe. Il y en a un qui a accepté et non seulement c'était pas qu'il fallait pas réveiller, c'était que les gens n'avaient qu'une envie, c'était d'en parler. Leur envie d'en parler, de parler de ce qui était arrivé pour eux, de ce qu'ils avaient perdu, de ce qu'ils avaient reconstruit, comme ça avait été difficile. Donc, il faut que les administrés se rendent compte que les élus se rendent compte qu'il y a vraiment un besoin chez l'être humain pour pouvoir surmonter les catastrophes de l'avenir, de garder la mémoire des catastrophes du passé. D'où le principe de cet Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'affronter les catastrophes qui surviennent, mais l'un de ces éléments, c'est la mémoire des catastrophes du passé. Et donc c'est pour ça que plus il y aura d'espace de commémoration, d'information, de mutualisation de l'information sur les catastrophes du passé, plus les populations seront spontanément associées, s'associeront spontanément à la gestion des catastrophes nouvelles. Parce que c'est quelque chose dont il aura été possible de parler en famille, entre collègues. Voilà, regardez les tremblements de terre au Japon, bon, ben, les gens vivent avec. Voilà, un bon exemple. En France, il y a beaucoup d'inondations récurrentes dans certaines régions. Les gens ne vivent pas avec. Et les élus ont une part de responsabilité importante pour faire en sorte que les gens apprennent à vivre avec. En ce qui concerne la préparation, parce qu'on hésite beaucoup à faire des répétitions des catastrophes et des crises. Hein. Et l'idée reçue chez les élus ou les pouvoirs publics, c'est qu'on va paniquer les gens, etc. Or, il se trouve que, comme tu le dis très bien, dans les pays où ça se passe régulièrement, les gens réagissent quand même plus vite. Moi, j'ai eu l'occasion, je ne peux pas dire la chance, d'être aux Philippines au moment où il y a eu le typhon historique, là, Haiyan, qui était terrible. Il y avait une mer très efficace dans la Busuanga, là où j'étais, en 3 jours. Les gens avaient déjà découpé les arbres qui étaient tombés et les commerces étaient rouverts. Moi, j'ai monté la cellule de crise d'EDF dans le Périgord noir pour la tempête de 99. 15 jours après, les gens étaient encore en train d'attendre que l'État s'occupe d'eux. Hein. Bon. Et donc, le fait qu'il y ait des répétitions et qu'on prépare. Et alors, est-ce qu'on peut rassurer les élus et les gouvernements sur l'idée que finalement, faire des préparations et des exercices de crise, c'est plus positif que négatif? Est-ce que ça va leur faire perdre des votes? Alors, avant même de parler de répétition générale, hein, voilà, il faut quand même informer simplement sur les catastrophes qui ont déjà eu lieu. Il y a des tas de régions en France où il n'y a aucune plaque commémorative d'une catastrophe survenue il y a 20 ans même. Je ne parle pas de 3 siècles, hein, une catastrophe survenue il y a 20 ans, une coulée de boue, Chamonix, pour vous donner un exemple. Bon, ça peut se reproduire à tout moment. Ben, rien n'indique à personne que c'est arrivé. Donc personne n'a tendance à penser que ça puisse arriver à nouveau. Donc déjà que les collectivités locales se préoccupent d'installer ce qu'on appelle des témoins silencieux, c'est-à-dire des informations sur ce qui est arrivé par le passé. Puis les gens commencent à réfléchir. Et puis il y a bien des personnes âgées, quand la catastrophe est arrivée il y a 20 ans, qui vont s'en souvenir, dont la langue va commencer à se délier. Parce que, vous savez,
prononcer le mot, il y a une vraie omerta, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'information officielle, eh ben, l'information ne fonctionne pas dans les familles. Ou alors les enfants ne comprennent pas. Ben, pourquoi tu me parles d'une catastrophe? Mais j'y suis encore allé ce matin, tout va bien, voilà, l'endroit, il n'y a aucune commémoration, rien. Si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que des enfants grandissent dans des régions où il y a des très grands risques, sans savoir s'ils doivent croire leurs grands-parents qui leur en parlent, ou bien leur instituteur, leur enseignant, qui ne leur en parle jamais. Et voilà ce genre de discordance de la mémoire aujourd'hui qui est ravageur. Il faut absolument, et cette discordance de la mémoire, elle ne peut être rompue que si les élus lancent des actions acceptent de libérer les langues et disent, voilà, ben, il y a eu une catastrophe à tel endroit il y a 30 ans, on va la commémorer, c'est le 30e anniversaire. Ben, que les gens commenceront à parler, qu'il y ait des gens pour recueillir les témoignages, voilà. Mais je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par les catastrophes du passé, parce que là, on a à la fois le drame du passé et la manière dont les gens s'en sont sortis quand même, parce qu'il y a toujours des gens qui s'en sont sortis. Et puis on bénéficie des informations. Ceux qui s'en sont sortis, comment, pourquoi s'en sont-ils mieux sortis? Et là, ça devient positif. Le discours n'est plus « il y a eu une catastrophe, c'était un vrai drame, c'était affreux », mais « il y a eu une catastrophe, certains s'en sont sortis pour telle ou telle raison ». Et là, on peut construire une mémoire qui, à la fois, tienne compte du drame et tienne compte de la formidable capacité des êtres humains à continuer à se comporter de façon humaine, même dans les pires drames, et à pouvoir s'entraider pour surmonter les aléas naturels. Oui, nous avons deux questions des personnes qui nous regardent en ligne. Et encore une fois, s'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Une personne nous demande, vous parlez de préparer les populations à mieux résister physiquement et psychologiquement, mais comment préparer au risque? Et une autre question de la même personne, la catastrophe est-elle nécessaire pour être résilient? Pour être? Pour être résilient. Alors, non, ce n'est pas la peine d'avoir reçu le ciel sur la tête pour être résilient, Dieu merci. Hein. Non, il faut bien comprendre que la résilience, elle a plusieurs dimensions. Alors, d'abord, il y a le fait on peut se préparer à une catastrophe qu'on n'a jamais vécue. On peut arriver, être nommé par son patron dans une zone inondable et voilà, et se dire, ben voilà, la zone est inondable, il faut quand même que je me prépare à cette situation. Donc, on peut s'y préparer. Et ensuite, ben, quand on s'y est préparé, on peut bien mieux y faire face. Alors, ce qui est important, c'est de faire en sorte justement que les catastrophes soient connues, hein, puisqu'encore une fois, elles sont très souvent récurrentes, pour que les populations puissent s'y préparer. Et puis, je crois qu'il y avait un autre aspect dans votre question, l'idée de faut-il avoir connu une catastrophe pour s'y préparer. Il y avait un autre aspect dans votre question. Comment préparer au risque? Comment préparer au risque? Comment préparer au risque? Alors, les risques, encore une fois, ils sont récurrents, hein, ils arrivent régulièrement. Alors, vous allez me dire, ben, la pandémie, le Covid, bon, ben oui, mais quand même, Madame Bachelot, elle avait fait en sorte que la France s'y prépare. Donc, si vous voulez, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les biais cognitifs. C'est pas parce que une catastrophe nous a frôlé une fois qu'elle va nous frôler une deuxième fois. C'est pas parce que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière française une fois que le prochain va s'y arrêter aussi. Hein, voilà. Donc, il faut absolument que les pouvoirs publics prennent en compte la dimension de la catastrophe toujours possible, de manière à ce que ceux qui ont envie de s'y préparer se sentent légitimés à le faire, alors qu'aujourd'hui, dans un climat de déni général, même ceux qui pourraient avoir envie de s'y préparer ont l'impression que ça ne servirait absolument à rien. Alors, dernière question, et puis après, il faut qu'on passe à la suite. Mais malgré tout l'intérêt de cette discussion, en ce qui concerne l'évaluation de la résilience, est-ce que tu aurais des suggestions à nous donner? Qu'est-ce que tu penses que sont les aspects importants Alors, je peut-être, sinon peut-être sur l'évaluation des politiques publiques qui visent à préparer les citoyens. D'accord.
Alors, moi, je suis pas un évaluateur. Je pense que, si vous voulez, il faut partir du local. Je pense qu'il faut vraiment si on considère qu'autour de ces questions de résilience, d'organisation à la résilience, il y a un niveau micro qui concerne les individus entre eux, les familles, les collectivités locales, un niveau méso qui concerne les élus locaux, puis un niveau macro qui concerne l'ensemble du pays. Je pense que vraiment ce qui est important, c'est de commencer des choses localement. Localement, c'est là que les gens savent le mieux les catastrophes locales qui peuvent arriver. Et plus les gens seront préparés à affronter des catastrophes locales, plus ils seront préparés à affronter des catastrophes nationales. Avec l'idée que, de toute façon, les territoires sont interagissants, sont solidaires. Et qu'on ne peut pas envisager qu'un territoire, qu'un département construise sa résilience si le département d'à côté ne construit pas la sienne. Mais en revanche, il y a un effet vertueux d'un département qui peut, ou d'une région, d'une ville qui peut construire sa résilience d'une manière qui fasse modèle pour d'autres. Donc, mais je crois vraiment, sans doute parce que je suis psy, mais je crois vraiment que si les choses ne venaient que d'en haut, eh bien, elles se heurteraient à un déni qui est malheureusement encouragé par l'histoire, pas seulement par des biais cognitifs des personnes, mais aussi par l'histoire dans laquelle nous n'avons eu affaire jusqu'ici qu'à un vaste déni de toutes les catastrophes. Donc je pense que c'est vraiment localement qu'il faut construire la mémoire des catastrophes locales. Et mémoire des catastrophes locales, très vite, on va s'apercevoir que si un fleuve a débordé, ce n'est pas seulement dans notre département, c'est dans celui qu'il y a aussi peut-être au sud ou au nord. Et donc du coup, de proche en proche, la conscience de la résilience collective va s'élargir à des territoires de plus en plus larges. Et si localement, la mémoire était mieux recueillie, mieux encouragée, des exercices de préparation mieux organisés, voilà, et je pense que petit à petit, la conscience que nous vivons dans un monde où la catastrophe arrivera toujours, sauf qu'on ne sait pas sous quelle forme, cette conscience grandirait et nous préparerait à faire face à des catastrophes dont nous n'avons aucune idée, parce que n'oublions pas que ce qui définit une catastrophe, c'est qu'on ne sait jamais ni quand elle arrivera, ni sous quelle forme elle arrivera. Merci beaucoup, mais bravo. Et donc, soyons préparés